Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi. Allons tout d'abord en kiosque voir les journaux parus ce matin. On commence donc par le quotidien Le Jour, le quotidien Le Jour qui met en sa une. Sexe et drogue, 7 élèves déférés au parquet des Kounou, écrit le journal. Le journal précise que les mises en cause, le journal précise donc que les mises en cause ont été interpellées le 12 mars 2021 par la police. Ils entretenaient un réseau de consommation de drogue et se livraient aux pratiques sexuelles au quartier et qui est à Yaoundé. Ils devront donc répondre de leurs actes devant le parquet. Puis le transport aérien Camerco loue un avion en Guinée équatoriale. Camerco qui loue donc un avion en Guinée équatoriale pour pouvoir desservir la destination à la région de l'Ouest et prévoit avoir 3 vols par semaine, écrit le journal quotidien Cameroun Tribune. Parle d'intégration sous-régionale. Paul Biya remobilise la CEMAC dans un message délivré hier à l'occasion de la 12e journée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le président de la République et président en exercice a clairement indiqué que les défis sanitaires, sécuritaires, économiques et sociaux actuels ne devaient pas remettre en question les options de développement en commun prises au sein de la CEMAC. En tout cas, le journal vous invite à lire l'intégralité de ce texte. Le journal Émergence met en sa une route sortie John Frundi, la bataille de succession, battle visible within top officials, la bataille de succession qui a commencé entre les hauts cadres du parti, précise le journal. On se rappelle avec cette affaire de pétition signée par l'honorable Joshua aussi, le premier vice-président, et donc lui rétorque évidemment avec comme chef de file le député Jean-Michel Nitieux, qui estime que ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, le NEC l'a suivi dans cette direction. Le journal parle aussi d'AstraZeneca. Vaccin AstraZeneca, qu'est-ce qui cloche? Le journal pose la question. On se rappelle que le Cameroun s'apprêtait à recevoir des milliers de doses de vaccins, mais à la dernière minute, le ministre de la Santé publique a clairement annoncé la suspension en attendant voir clair dans cette affaire, une affaire qui se met déjà le doute dans l'esprit des populations. Le journal Mutation parle de Yaoundé, les séquestrés de l'hôpital gynéco-obstétrique pour facture impayée. Une dizaine de femmes sont retenues dans cet hôpital public. Enquête sur un phénomène qui perdure dans les hôpitaux camerounais. Le journal Repère parle de fonction publique, explosion des effectifs. Le nombre d'agents de l'État a quasiment doublé au cours de ces 10 dernières années. Il est passé de 197 471 en 2010 à 340 957 en juin 2020. Au cours de cette période, 39 549 enseignants du secondaire qui représentent aujourd'hui 35% des effectifs, écrit le journal. Le journal Essentiel qui parle de AstraZeneca, vaccination, la saveur qui fait peur, écrit donc le journal. Le journal indique justement à propos qu'alors que la vaccination contre le virus est annoncée au Cameroun dans les prochaines semaines, plusieurs pays du monde, à l'instar de la France, l'Allemagne, la République démocratique du Congo, ont décidé de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca en cause des soupçons de coagulation de sang chez les personnes vaccinées à l'AstraZeneca, écrit le journal. Le journal Le Soir parle de transition générationnelle en marche, élection des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le journal indique évidemment que le président Paul Biya procède chaque année à la désignation des chefs de chambre. Le peuple est dépité par le choix habituel de Marcel Niat-Difendi comme président du Sénat et Kavaye Djibril à l'Assemblée nationale. Ils sont partis de son lit d'hôpital à Paris, qui de son village natal, sa résidence principale, dans le but de se faire réélire une énième fois comme président de chambre, fût-ce par procuration, on s'en fout, écrit le journal d'Armand Bianda. Le journal Notre journal, c'est le quotidien L'économie qui parle de l'Afrique centrale, la Banque africaine de développement qui prévoit un rebond de croissance économique en 2021. L'institution panafricaine de développement vient de publier son rapport 2021 sur les perspectives économiques en Afrique centrale pour l'année en cours. Le journal L'œil du Sahel met en sa une trajectoire les femmes du Grand Nord à l'Assemblée nationale. Le journal fait le bilan, alors fait tout au moins le bilan, dresse le bilan du nombre de femmes du Grand Nord qui
qui sont à l'Assemblée nationale. Le journal parle surtout de ce fait divers. Tcheboa, un cultivateur, reçoit 100 coups de fouet au Lamida. Pour motif, il aurait contesté les propos de son chef de quartier et ce dernier a été donc amené de façon toute maligne au Lamida de Gong et là-bas, le bonhomme a été surpris de recevoir 100 coups de fouet. Il a donc porté plainte. On attend la suite de l'affaire. Le journal La Nouvelle Expression met en sa une: chantier de la Cannes. Ninche interpelle 2 ministres. Le député SDF, dans le cadre de ses actions parlementaires pendant cette session, vient de saisir les ministres des Finances et de l'Économie. Après les marchés de lutte contre le Covid-19, le député de la Nation engage le combat pour la transparence dans la gestion des marchés de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun organise en janvier 2022. Le journal parle aussi des droits des femmes. Le Cameroun, dernier sur 48 pays dans le classement africain. Le pays occupe 39 rangs avec 60 points, de loin derrière, devancé par le Bénin et d'autres pays comme le Togo. AstraZeneca suspendu en France, titre le journal. Transport Camerco loue un avion. La compagnie aérienne s'est retournée vers la Guinée équatoriale pour la location d'un aéronef de 37 places. Et puis le journal Forum Libre d'un de nos invités, Prince Aristide Gekam, Forum Libre, qui parle de région de la Damawa. Le département du Mbéré attend son ministre. Le remaniement ministériel tant annoncé reste vivement attendu. La fièvre monte et des consultations secrètes se multiplient au sein du palais d'Etoudi et même en dehors, écrit le journal. Pour finir donc cette revue de presse, c'est avec le journal satirique Le Popoli. Le Cameroun dans l'obscurité, écrit le journal, c'est grand et néant. Ou plutôt Enéo, c'est grand et néant, écrit donc le journal. Le journal indique que la série noire en continue. Ainsi convient-il de qualifier le déficit énergétique dans lequel baigne le Cameroun depuis 2 décennies et dire que plus de 2000 milliards avaient été empruntés pour la construction des barrages hydroélectriques. Il est loin l'époque où à Tanganakuna, au sommet de l'heure rapide, nous annonçait un Cameroun plus éclairé que le paradis de Dieu. Dès 2012, aujourd'hui, il ne se passe plus de jours sans coupure. Avant, on les justifiait par l'étillage des cours d'eau et on dansait d'espoir dès le retour des pluies, mais aujourd'hui, c'est l'effet inverse. Observez bien cette caricature. Évidemment, cette dame, avec une bassine d'eau qui vient juste de la verser, dans une rigole, et c'est de s'exclamer « Aya, à peine j'ai versé l'eau dans la rigole que la lumière est partie ». Son interlocuteur de répondre « Mais tu as tout gâté, toi, tu as tout gâté, toi ». Et Néo a cru que c'est la pluie. Et Néo a cru que c'est la pluie et a fait tchac. Tchac, c'est évidemment l'onomatopée désignant l'arrêt de l'interrupteur, l'arrêt de l'énergie électrique à partir d'un interrupteur. Voilà ce qu'on peut retenir pour la revue de presse de ce matin. Notre invité est sur ce plateau, Idriss Lisson, bonjour, bienvenue à la revue de Grande Une, avec évidemment l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul, bonjour à tous les téléspectateurs. L'actualité qui m'a marqué, Jean-Paul, c'est ces citoyens dans la ville de Garoua, au niveau de l'Amida de Ngong. De Ngong, arrondissement de Ngong. Arrondissement de Ngong, justement, l'Amida de Tcheboa, qui s'est fait bastonner 100 coups de fouet, comme ça, pour crime, on peut dire, de lèse-chef de quartier. Donc, à lire cet article dans l'Œil du Sahel de ce matin, on est quand même, on n'est pas surpris, mais en fait c'est une matérialisation de ce que nous vivons. Vous savez qu'au Cameroun, lorsqu'on a un petit pouvoir, très souvent on l'abuse. C'est-à-dire on a beaucoup plus de gens qui ont de pouvoir pour démontrer partout leur puissance, au lieu d'utiliser ce pouvoir pour contribuer à transformer la vie des populations qu'il dirige. Donc là, voilà ce chef de quartier, comme ça, qui, lorsqu'on lit l'article, on constate que ce monsieur n'a pas désobéi au chef de quartier, avait posé un acte pour pouvoir permettre à ce que l'enterrement se fasse très bien. C'était un enterrement lors des obsèques d'un défunt. Le vieillard qui était dans la tombe, qui creusait. Voilà, il était fatigué, il a senti que le vieillard ne pouvait pas continuer, tenir longtemps, mais je ne sais, on ne sait pas si le chef de quartier, ces vieillards avaient des idées. Vous savez qu'il y a tellement de choses que se passent. Il lui a demandé de sortir et laisser la place à un jeune un peu plus vigoureux. Voilà. Et le chef de quartier trouve que c'est un crime de lèse-chef de quartier. Donc je pense il allait saisir le Lamida. Le Lamida et le Lamido de Tcheboa pour qu'on puisse, avec la complicité d'un notable de Lamida,
pour qu'on puisse le bastonner sans coup de fouet. Franchement, moi je trouve que on aurait attendu que ce chef de quartier soit la prompte à mobiliser les populations du quartier pour que le quartier puisse vivre dans les meilleures conditions, pour que le quartier puisse être propre, pour que le quartier puisse être mieux aménagé, pour que les populations du quartier se mettent ensemble pour contribuer à ce que la vie des uns et des autres s'améliore. Mais il est là pour combattre la transition générationnelle. Bon, peut-être qu'il avait d'autres. Vous savez qu'il y a, Jean-Paul, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant les obsèques. Vous savez, vous pouvez seulement voir que ce chef de quartier là et ces vieillards qui étaient dans la tombe en train de travailler et avaient d'autres arrière-pensées. Beaucoup de choses se passent. Alors, est-ce que ce monsieur a empêché le chef et le vieillard de mener un coup jusqu'à terme, peut-être en l'enlevant de la tombe? Peut-être que leur plan, entre guillemets, a été détourné, je n'en sais rien, mais parce que c'est quand même surprenant que le vieux fatigué dans la tombe puisse être remplacé par un jeune plus vigoureux. Dieu seul sait combien de jeunes vigoureux les villages en comptent. Voilà, donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui est caché. Mais comme il a porté plainte, le monsieur qui a été bastonné, et que l'affaire est en cours, espérons que la justice tirera... Sans coup au dos et aux fesses. Est-ce que Idriss, quand on regarde, est-ce que c'est pas un élément là qui montre le poids des influences culturelles dans cette partie du pays sur la modernité? Non, moi je ne suis pas contre le poids des influences culturelles, je suis même pour l'influence culturelle, Jean-Paul, mais je ne suis pas pour l'abus d'autorité. C'est-à-dire que personne ne peut être pour l'abus d'autorité, que ce soit l'autorité traditionnelle, que ce soit l'autorité administrative, ou bien quelle que soit l'autorité judiciaire. On est pour la justice. Et on pense que puisque ça a été ainsi dans les temps passés. Mais c'est ce qu'on nous dit, ce n'est pas toujours que ça, Jean-Paul. Il ne faut pas qu'on prenne des cas marginaux de personnes. Je vous assure que dans l'histoire de nos cultures, de nos traditions, la société était une société harmonisée. C'était une société où la justice régnait, où on prenait la peine de trancher en respectant l'équité. Vous comprenez un peu? Mais ça ne veut pas dire que dans le monde, vous savez, il faut de tout pour faire le monde. On a trouvé quand même toujours des dirigeants qui abusent un peu de leur position. On a toujours trouvé des personnes qui abusent de leur position, qui abusent de leur autorité. Ça, il y en a eu des siècles et des siècles, ça veut dire qu'il y en aura même toujours. Mais c'est des cas marginaux. Mais en réalité, je vous assure que dans une société, dans nos sociétés traditionnelles. C'était un modèle social qui était... Oui, mais qui créait l'harmonie, qui faisait que la société avançait. Chacun connaissait sa place. Et c'est de ça qu'il est question. Et en plus, non seulement chacun connaissait sa place, ceux qui étaient là pour trancher les affaires le faisaient en toute équité. Mais cela n'empêche pas qu'il y a eu des dérives, mais ce n'est pas que nous visions que des dérives sur dérives. Non, ce sont des cas marginaux. Ce sont des cas marginaux. On parle un peu de ça pour parler aussi de cette une du journal Le Jour. Un groupe d'élèves qui vont être présentés au parquet des Kounou. Ils ont été interpellés en flagrant délit de consommation de drogue et de pratiques sexuelles. Idriss, comment comprendre la montée de ce phénomène qui de plus en plus, peut-être que autrefois il y avait cela, mais aujourd'hui de plus en plus c'est diffusé, c'est publié un peu partout. Comment comprendre la montée de ce phénomène, surtout en milieu jeune? Il faut comprendre cela, Jean-Paul, parce que nous avons choisi les raccourcis. Jean-Paul, aujourd'hui, nous sommes en train d'atteindre le seuil de saturation. C'est-à-dire que lorsque vous voyez ce qui se passe dans les quartiers, vous allez voir que dans plusieurs quartiers, il y a des groupes de jeunes qui se retrouvent. Tout le monde dans le quartier sait que ces jeunes consomment la drogue. Tout le monde dans le quartier sait que ces jeunes agressent. Tout le monde dans le quartier sait que ces jeunes violent. Tout le monde dans le quartier sait que ces jeunes posent des actes qui sont des actes répréhensibles. Mais personne ne bouge. Personne ne dénonce. Et vous allez trouver des gens qui vont vous dire que franchement, moi je ne veux pas de problème. Quand je veux m'aller dénoncer, et ces jeunes-là vont m'identifier, ils viendront. Et vous allez trouver, Jean-Paul, qu'il y a comme une sorte de mafia qui commence par la génération. Vous parlez aujourd'hui d'une question de génération. Qui commence par les aînés. Il y a des groupes de gangs, des groupes de trafic de drogue qui sont gérés et connus par ceux qui sont appelés à contrôler et à combattre cela. Parce que c'est du business, Jean-Paul Chounian. Je vous assure que il y a, vous dénoncez un réseau
de trafic de tramol ou bien de quoi que c'est là, vous allez constater que la filière part jusque là où vous ne pouvez imaginer. Parce que ces gens-là, qui sont dans les commissariats, les gendarmeries, qui connaissent ces petits réseaux, et qui se retrouvent, Jean-Paul, à avoir par semaine 300 000, 200 000 francs, en faisant vendre des comprimés à 50, 100 francs, 200. Imaginez-vous qu'on vend des comprimés à 100 francs, à 1000 jeunes. Ça fait 100 000. Et ça passe comme des petits... Je vous dis que ça se vend, ça circule dans les cours d'école, dans les cours de récréation, dans les lycées, dans les collèges. C'est connu. Mais dès que nous entrons dans la drogue, fatalement, nous ouvrons la voie à ce qu'on appelle la permissivité. Avec toutes ces déviances-là. Avec toutes ces déviances. Et même, je vous dis que c'est du business entretenu par une caste d'adultes qui pensent qu'ils le font pour les enfants des autres. Une caste d'adultes et même des autorités haut placées. Mais c'est de ça qu'il est question. À ce moment-là, on a commencé à dénoncer cette affaire il y a des années. Mais la situation est en train de s'aggraver. La situation est devenue critique. Parce qu'aujourd'hui, il faut absolument que les parents reprennent les choses en main. Il faut absolument que les familles se resserrent. Il faut absolument que l'éducation à la vie familiale, il faut absolument que la santé de reproduction des adolescents reprenne le sens et le cœur de notre quotidien, pour que les enfants soient avisés, pour que les enfants fassent attention, pour que les enfants ne sachent pas que si j'ai mon camarade de classe qui vient me faire la cour, je suis une jeune fille, et que ma maman faisant cette cour, je refuse. Et un matin, il vient comme ça, il achète un jus, il me dit, je t'ai gardé un jus. Alors que dans le jus, il a mis 2 tramoles, ou 3 tramoles. Dès que vous allez boire, la jeune fille boit le jus, elle perd la tête, et ils sont toujours des groupes de garçons, pour des partout, ce qu'ils ne disent pas, ils apportent la jeune fille, ils vont faire ce qu'ils vont faire. C'est ça qui se passe dans les établissements scolaires. On a dénoncé, on dénonce. Vous avez vu à un certain moment, Jean-Paul Chouinard, on a parlé dans nos établissements scolaires de trans. Cette trans, c'était dû à quoi? C'était pas de la sorcellerie. C'est le tramol. Parce qu'une filière de jeunes, ceux qui sont un peu intelligents ont compris que par cela, ils peuvent gagner de l'argent. Ils poussent leurs camarades à en consommer. Non, tu sais, pour apprendre, pour passer une nuit à réviser, comme on a des devoirs demain, il faut prendre ça, ça va te donner l'énergie, tout ça. Et quand on veut attirer quelqu'un qui pense, qu'un élève qui pense que lui n'est pas là-dedans, on met même dans de l'eau normale, l'eau potable, ils mettent ça dedans, il boit et il se met en train, parce que tous les organismes ne supportent pas ces excitants. Donc je vous assure, Jean-Paul, les parents doivent se réveiller, parce que les parents ont abandonné. Ils ont tout abandonné. Les parents doivent se réveiller. Et les enfants doivent être éduqués. Et éduqués dans le sens qu'ils comprennent quelles sont les pratiques néfastes et quels sont les dangers. Comment éviter de tomber dans ce genre de pièges qui sont tendus par leurs camarades de classe. Ça ne va pas loin. Ton camarade de classe, ou ta copine, ou ceci qui veut t'entraîner, toi, dans ce que tu fais. Je vous dis que la situation est critique. Idriss, au-delà de ce que vous décrivez, malgré ce qu'on peut prendre comme mesure, les cas sont connus et on est sur le chemin de la répression, je veux le dire ainsi, avec ces enfants, ces élèves qui vont être déférés au parquet, qui sont déférés au parquet des Kounou. Est-ce que la répression permettra de résoudre ce problème quand on sait déjà que si jamais ces enfants sont condamnés, s'il est avéré qu'ils sont coupables de ces pratiques-là avec la drogue, évidemment que vous allez faire la prison. Est-ce que, connaissant le nombre de jeunes, est-ce que nos prisons pourront contenir tous ces enfants? Oui, mais vous savez, dans cette situation, il y a la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher aux autorités d'appliquer la loi. C'est-à-dire que la loi interdit un type de pratique. Quand vous déviez, vous violez la loi, vous êtes propre à subir les effets de cette dernière. Ça, c'est d'un. Mais ce que vous posez comme question est très, très pertinent. Parce que moi, je pense que ces 7 jeunes qui sont arrêtés, qui sont transférés à Ekono, qui vont passer devant le juge là-bas, mais ils ne sont que le dernier maillon de la chaîne. En fait, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire qu'il est question que le juge d'instruction fasse son job. Qu'il puisse pousser, amener ces jeunes à comprendre qui les ravitaille. Qui ravitaille ces remonter jeunes. la filière. Pour remonter la filière. Condamner. Parce que il ne faut pas que ce soit un coup de marketing, un coup de communication. Comme ça, les jeunes qui font OK. Mais c'est bien pour montrer aux autres jeunes que, attention, ce que vous faites là est dangereux et expose votre vie. C'est-à-dire que vous allez, au lieu d'aller à l'école, vous allez trouver être en prison. Vous allez gâcher votre avenir. Ça, c'est pas mauvais en termes de sensibilisation. Mais au-delà de ça, Jean-Paul, je dis qu'il faut lancer aujourd'hui une campagne d'éducation forte à la citoyenneté, des sensibilisations. Au niveau des parents, à l'école. Même à l'école et dans les quartiers. Parce que je vous assure,
on a banalisé la consommation des drogues. On le dit, on bavarde, on le fait, mais on connaît les méthodes, les mécanismes. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans la rue. Au bord de la rue, vous voyez quelqu'un qui est là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle vend. Mais lui, il est là du 1er janvier au 31 décembre, il est là depuis 10 ans. Et il se la coule 12 et vit comme un pacha. Mais vous voyez, quand vous regardez son box, vous regardez son activité, ça ne ressemble à rien. Mais le mototaximan vient toujours là. Regarde, moi, oui. Donc, il lui donne l'argent. Il est là, un dealer. Imperturbable. Un dealer imperturbable et qui gagne beaucoup d'argent. Ils sont nombreux dans nos rues, je vous dis, dans nos quartiers. Et si, à l'époque, dans ce pays, lorsque les gens faisaient bien leur travail, c'est des choses qu'on devait démanteler. Je vous dis que pour démanteler, cela, ce n'est pas compliqué. Est-ce que là aussi, en premier, il n'y a pas la responsabilité de la douane? Bon, mais vous savez... C'est vrai qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a plusieurs portes d'entrée, Jean-Paul Chouinard. Ça veut dire que c'est comprimé. Il faut dire que quand on prend par exemple du tramol, ce tramol-là, c'est un médicament. C'est-à-dire qu'il doit empresser, vous devez le consommer après sur prescription médicale. Mais maintenant, son usage, comment on dit, c'est-à-dire que l'usage différent de ce qui est fait par l'hôpital, c'est ça qui crée d'autres effets pervers sur l'organisme, surtout au niveau des jeunes. C'est de ça qu'il est question. Donc, si les gens font entrer ces médicaments peut-être par la voie normale, espérons-le. C'est l'utilisation, l'usage qui est véritablement compliqué, qui est un usage déviant. Donc, moi, je pense que non seulement vous la donne aussi ouvrir les yeux, mais il y a une question d'éducation. Éduquons nos jeunes, éduquons nos enfants. Mettons-les face à leurs responsabilités. Il faut emmener les enfants. C'est-à-dire qu'il faut que la stratégie d'éducation par pair doit pouvoir reprendre place. Il faudrait qu'on forme des jeunes dans le cadre de la communication pour le changement de comportement. Et il faut comprendre qu'un jeune qui prend déjà de la drogue, pour qu'il sorte de cela, ça demande un processus. C'est un processus. Parce que c'est bien facile qui est souvent très long. Qui parle. Non, il y en a déjà des jeunes qui sont affectés, qui sont devenus accros à cette consommation, qui ne peuvent pas s'en passer. Mais regardez le nombre de jeunes qui sont un peu comme malades mentaux dans la rue, qui sont un peu, alors qu'ils ne sont pas des malades, mais parce qu'ils consomment de la drogue. Mais il faut une stratégie globale. On sait qu'on a le comité national de lutte contre les drogues, que ce comité se réveille, qu'il élabore des stratégies justement en milieu. On connaît les milieux à risque, on connaît les milieux des jeunes, on connaît les attitudes à risque, on connaît les environnements. On forme des leaders jeunes qui doivent pouvoir, à travers la communication pour le changement de comportement, à travers l'animation de groupe, à travers les causes éducatives, à travers les vidéos, théâtre, forum, et tout cela, pousser leur père à pouvoir changer. Je vous assure que ça va avoir un impact. Mais si cela n'est pas fait, et qu'on pense que c'est seulement dans les discours, bien en arrêtant quelques 7 jeunes, je vous dis qu'ils sont des milliers. Encore que ce phénomène, on l'a vu dernièrement, il y a eu ça à Kumba. Déjà en 2015, il y avait aussi eu à Bafoussam. C'est un peu partout. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça prend de plus en plus d'ampleur. Idriss, c'est vrai que sur ce cas dont vous évoquez, est-ce que l'heure n'est pas aussi venue pour les autorités qui sont impliquées dans cette affaire de comprendre que s'ils posent de pareils actes en espérant que c'est les enfants des autres que ça va toucher, leurs enfants ne sont pas du tout épargnés. Mais c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une sorte d'insouciance des autorités. Il y a une sorte de négligence des autorités. Parce que, bon Dieu, dans une société normale, on devrait voir Madame la ministre des enseignements secondaires sortir, se lever. Madame la ministre des Affaires sociales. On devait voir Madame la ministre des Affaires sociales. On devait voir Madame la ministre de la promotion de la femme, de la famille. Dieu merci, ce sont des femmes. Les familles sont en danger. Mais où sont ces femmes dont nous connaissons l'empathie, dont nous connaissons le côté maternel, qui voient l'enfant se dévoyer, qui voient comment la jeunesse est en train de se détruire, au su de tous. Mais ne pensez pas que ce sont les enfants que les autres. Mais ne pensez pas que ce sont que les enfants des autres. Supposons même que vos enfants, Madame la ministre des enseignements secondaires, Madame la ministre des Affaires sociales, Madame la ministre de la famille, que vos enfants sont épargnés. Et qu'un de ces garçons qui vient de prendre la drogue viole votre enfant. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver pour dire que nous tous, nous sommes exposés. Nous sommes tous exposés, mais prenons le taureau par le cornes, mais montrez que vous avez l'empathie, montrez que cette situation, cette affaire qui est très grave, dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos lycées, dans nos écoles. Les enfants de la rue, je vous dis que la situation est critique. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on a vu un cas, mais je vous dis que ça se passe au moment où je vous parle, dans un lycée, dans un collège, c'est-à-dire que c'est l'heure de la récréation. Des choses sont en train de se passer. C'est terrible, je vous assure. Il ne faut pas penser que... je vous dis... Les lycées de la ville comme les lycées de l'arrière-pays. Hein. De l'arrière-pays jusque dans le centre urbain.
Jean-Paul, je vous dis, ce que je n'ai pas vu comme Ezeka, nous on a dénoncé longtemps le système, on a fait une enquête jusqu'à déterminer le réseau de consommation de drogue jusqu'au niveau des lycées de la ville. On est allé vers rencontrer ces garçons qui nous ont montré où ils prennent, on a vu la filière, on a dénoncé jusqu'au niveau des commissariats. Mais je vous assure que Jean-Paul, le mécanisme reste. Cette filière continue, malgré notre dénonciation. Je vous prends ce cas précis, si je prends le cas, je peux citer des cas assez à Douala, je vous dis, personne ne bouge. La conséquence de ces consommations en milieu scolaire, les cas d'insécurité, poignarder les camarades de classe, toutes ces conséquences-là. Idriss, sur ce sujet, c'est vrai qu'on va sortir. Finalement, comme vous l'avez si bien indiqué, est-ce qu'il n'est pas... l'heure n'est pas venue de passer véritablement à la vitesse supérieure? Non, je pense que la vitesse supérieure demande déjà une prise de conscience. Déjà, nous qui sommes les parents. Parce que si nous-mêmes, nos parents, on dit que aide-toi de cette idée-là. C'est-à-dire si nous-mêmes, les parents, ne prenons pas conscience. Parce qu'il y a des parents ici, Jean-Paul, qui ne savent même pas comment les enfants se comportent à l'école. Qui ne savent même pas, qui n'ont même jamais regardé le sac de les enfants. Donc, ils ont acheté le sac en septembre, ils ne regardent même pas. Il attend les résultats en fin d'année. À peine même. À peine, je vous assure. Donc, nous devons être plus vigilants, chers parents. Il faut que nous contrôlions nos enfants. Il faut que nous causions avec nos enfants. Il faut qu'ils nous parlent de comment ils vivent à l'école. Aujourd'hui, on a échanger avec eux tous les jours. Tous les jours. Il faut qu'on contrôle leur fréquentation. Il faut qu'on sache qu'il y a toujours, ce sont toujours les compagnies, les mauvaises compagnies qui perdent certains enfants. Toujours les mauvaises compagnies. Et il faut que l'association des parents d'élèves, au-delà de rester là toujours à discuter les frais, l'argent qu'a fait ceci. Voilà un des éléments. Est-ce que les associations des parents d'élèves ne peuvent pas contrôler la vie dans l'école? L'association des parents d'élèves ne peut pas contrôler la vie dans les salles de classe. Est-ce qu'il y a une sécurité dans la cour de l'école, dans la cour de récréation? Elle est plus présente sur la gestion des fonds. Maintenant, les associations des parents d'élèves dans nos écoles primaires et lycées et collèges devraient être plus regardantes dans l'attitude, dans le comportement, dans la vie des élèves. Donc, en fait, prenons conscience, chers parents, parce que si nous-mêmes, si l'État nous abandonne, si ceux qui sont dédiés, ceux à qui sont chargés de nous protéger, ne nous protègent pas. Est-ce que nous allons croiser, protégeons-nous nous-mêmes, donc prenons, réveillons-nous pour dire que, mais attention, là, jusqu'au niveau où je peux aider mon enfant, ma fille, mon fils à l'école, on prenne les dispositions, parce que c'est de nos enfants qu'il s'agit. Et la situation est critique. Idriss, on sort de ce sujet pour parler de cette lettre, de ces interpellations de l'honorable Jean-Michel Nithieu, le bouillant député SDF, qui a saisi le ministre Luc-Paul Motazé des Finances et Alamine Ousmane de l'économie et de l'aménagement du territoire sur les fonds de la CAN, les fonds alloués au marché de la CAN en termes de milliards de francs CFA. Idriss, c'est vrai que sur le plan constitutionnel et du droit, le député Jean-Michel Nithieu est dans son rôle. Est-ce que les deux ministres vont s'exécuter? Mais en fait, vous savez, Jean-Paul, chacun fait son beau job. Vous connaissez que le député Jean-Michel Nithieu, le président régional du SDF dans le littoral, c'est un vieux député. Je pense qu'il doit être dans sa 3e mandature et il a été habitué. C'est pas déjà c'est pas nouveau, c'est quelqu'un qui prend toujours la peine de scruter. Et chaque fois qu'il y a une session parlementaire, ses équipes et lui prennent la peine toujours de mettre devant la table des problématiques par rapport à l'intercession et qui sont actuelles. Alors dans ce cas, il a fait ce courrier-là. Alors nous attendons, vous savez, quand un député interpelle, parce que les députés sont là pour contrôler l'action du gouvernement. Tout à fait. Alors donc c'est une activité, comme vous l'avez si bien dit, normale et constitutionnelle. Alors il a interpellé les deux ministres, c'est-à-dire le ministre de l'économie et le ministre des finances. Que ces ministres viennent répondre à son interpellation, viennent donner des explications. Notamment sur les prêts contractés parce qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses se disent. Vous savez que lorsqu'il y a une mauvaise communication, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a manipulation, il peut aussi avoir exagération. Donc en fait, le député veut tout simplement qu'on sorte des rumeurs pour que l'autorité, ceux qui gèrent ces fonds, ces budgets, ceux qui ont travaillé pour mobiliser l'endettement, ceux qui managent ces fonds tous les jours, viennent dire à la représentation nationale, c'est-à-dire qui viennent dire au peuple comment cela s'est fait, qu'est-ce qui est vérité, qu'est-ce qui est contre-vérité, qu'est-ce qui est rumeur, qu'est-ce qui n'est pas rumeur, pour que nous ayons
exactement... Pour éclairer l'opinion. Pour éclairer l'opinion, il connaît exactement la situation, qu'on sorte de commentaires de bars, de quartiers. J'espère que les deux ministres vont... Enfin, ils devraient le faire, s'il n'y a rien à cacher. S'il n'y a rien à cacher. Idriss, pourquoi quand même dans cette démarche, les autres députés ne suivent pas l'honorable Jean-Michel? Non, Jean-Paul, on n'a pas besoin que 360 députés suivent. Je veux dire, dans une dynamique de montrer que l'affaire est sérieuse, tout au moins. Bon, vous savez, enfin, on n'a pas cette culture. Jean-Paul Chouniat, nous n'avons pas cette culture. On a vu le RDPC qui a la majorité obèse. Vous savez, le RDPC a des députés, a des élus qui sont toujours dans la logique de sauver leur parti. Même quand ils sont conscients que la situation est gravissime. Et c'est pour ça que le pays n'avance pas. Parce que ces députés RDPC ont l'impression que s'ils défendent le peuple, ça veut dire que demain, ils ne seront plus députés. Ils seront plus députés. Parce que peut-être qu'ils savent comment ils font pour être élus. Députés. Parce que si ils étaient vraiment conscients que leur place à l'Assemblée nationale était due au vote des électeurs que nous sommes, je ne vois pas comment un député va se permettre de ne pas défendre le peuple qui le met là pour défendre un appareil qui est avec un groupe, entre guillemets, des petits bandits, des gens, des pasteurs, des clans. Non, mais c'est de ça que la question. Il faut que ces députés sortent de leur... Parce qu'ils sont députés de la nation, qu'ils sont représentants du peuple et qu'ils défendent le peuple. Le peuple... Ils ne disent jamais qu'ils sont députés RDPC, ils sont députés de la nation. Alors, étant cela, il faut défendre. Vous ne pouvez pas soutenir ceux qui pillent le pays, ceux qui détournent l'argent du pays, ceux qui font de telle sorte que pour une Coupe d'Afrique des Nations, on se retrouve à pouvoir dépenser des milliards sans rendre compte. Merci Idriss d'être venu à cette édition de la Revue des Grandes Unes. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal ComNews. ComNews, ça paraît encore? Oui, bien sûr. C'est un magazine spécialisé en communication, médias et marketing. On ne le reçoit pas ici à la Revue des Grandes Unes. Bon, en fait, il est essentiellement en version digitale. Bon, si c'est vous qui ne voulez pas peut-être. Je vais vous l'envoyer désormais. Merci Idriss Lissom. Et surtout, on va souhaiter une bonne journée à tous les Challengers 98-2001. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision.